Aloha, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous prévenir que les vidéos vont reprendre. Ma santé s'est améliorée. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos messages de soutien. Cela m'a fait vraiment très plaisir. Je vous fais une petite compilation en attendant de finir ma prochaine vidéo. Donc une compilation de disparitions ainsi que de mystères et aussi de paranormal et de hantises dans certains pays. Voilà, très bonne journée. Prenez soin de vous. La forêt de Oaia-Basiu, située à la périphérie de Cluj-Napoca, à la frontière nord de la Roumanie. Elle s'étend sur 250 hectares de Transylvanie et est considérée comme l'un des endroits les plus hantés de la planète, en raison d'étranges phénomènes paranormaux qui sont constamment rapportés. Cette forêt est souvent appelée le triangle Bermude de Transylvanie, car on dit qu'elle est habitée par le diable en personne, par des fantômes et peut-être même par des extraterrestres. La forêt a acquis une notoriété vers les années 1960, lorsque le biologiste Alexandru Sift a photographié un objet volant dans le ciel, au-dessus de la forêt. Après cet incident, d'autres événements inexplicables ont rapidement suivi, y compris la disparition d'un berger et de ses 200 moutons, qui n'ont jamais été retrouvés. La disparition également d'une fillette de 5 ans, qui est réapparue 5 ans plus tard en portant les mêmes vêtements et sans avoir vieilli. Une femme a également disparu après une longue période avec une pièce du XVe siècle dans sa poche. Il y a eu également plusieurs témoignages de personnes qui sont entrées dans cette forêt. Quand elles sont ressorties, elles avaient des brûlures, des éruptions cutanées sévères, des maux de tête et une forte fièvre. Certaines études ont révélé une radioactivité plus élevée que d'habitude, produite par l'uranium naturel présent dans le sol. Même les arbres de cette forêt, en eux-mêmes, sont une énigme, car ces arbres de 200 ans semblent être jeunes et la plupart d'entre eux sont tordus au tronc ou de forme inhabituelle. La majeure partie de l'activité paranormale semble être concentrée dans une partie particulière de la forêt, qui est exempte de végétation et forme un cercle parfait. Le sol de cette zone sans végétation a été testé et aucune anomalie n'a été trouvée, qui empêcherait la croissance d'une vie végétale. Il y a aussi l'orientation des arbres en fonction de la lumière du soleil, ou une composition différente de la Terre dans certaines zones, mais cette théorie a été invalidée par les experts. Par exemple, la Terre de la prairie ronde est la même que celle des autres zones de la forêt. Ce qui est intéressant, c'est que bien que ces arbres ne soient pas uniques, on les retrouve ici bien plus fréquemment qu'ailleurs. Au fur et à mesure des années, plusieurs visiteurs ont eu des sensations bizarres, comme un sentiment d'être suivis, ou ils ont entendu des voix dans des endroits spécifiques de la forêt, ou tout simplement ils ont eu des flashs ou des expériences très intenses, probablement liées aux fortes énergies présentes dans la forêt. Au fil des années, il y a eu une série de légendes, de faits vécus et racontés par des locaux ou visiteurs qui sont venus dans la forêt. Il y a eu des événements plus ou moins intenses qui font penser qu'il y a des forces, pouvoirs qu'on ne peut pas contrôler ou prévoir, mais qui se sont manifestés dans des moments clés. Il y a eu plusieurs témoignages. Des amis sont venus camper dans la prairie ronde. Pendant la nuit, ils ont entendu des bruits forts autour de leur tente, comme des animaux à sabots. Lorsqu'ils sont sortis de leur tente, il n'y avait rien ni personne dehors. Les bruits avaient disparu. C'est dans cette clairière que beaucoup de personnes ont ressenti des choses étranges,
le souffle coupé, une présence qui vous envahit. Beaucoup de personnes racontent avoir un sentiment très étrange en découvrant cette forêt. C'est ni menaçant ni positif, c'est un peu hors du temps. Pour certaines personnes, la forme des arbres serait des portes dimensionnelles, des portes qui seraient placées là pour se rendre dans d'autres dimensions. Beaucoup de scientifiques ainsi que des chercheurs roumains et étrangers sont venus investiguer et décrypter les mystères de cette forêt. Les investigations et les recherches ont surtout eu lieu entre les années 1970 à 90. BBC, une chaîne américaine, a parlé de cette forêt comme étant une des plus hantées du monde. Au cours des 30 dernières années, près de 50 personnes sont portées disparues, dont 2 mineurs. Seuls 25 cas sont marqués pour une couverture médiatique, le reste étant difficile à résoudre, alors que les proches des disparus n'ont pas donné leur consentement pour que les photos des disparus soient rendues publiques. Zalan Balog, un homme de 26 ans, a disparu en 2012 dans des circonstances mystérieuses. L'homme était parti en Suisse pour le travail et devait revenir cet été-là pour assister au mariage de son frère. Il a été porté disparu par ses proches, étant donné qu'il n'est jamais arrivé dans le pays. Son itinéraire de retour était le suivant: Suisse, Milan, Budapest, Cluj. Mais les autorités suisses n'ont pas pu découvrir si le jeune homme avait quitté cette ville. Le 28 juin 2012, il a été amené à la gare routière de Coire, Suisse, pour prendre le bus pour Bellinzona et de là le train pour Milan, Italie. De Milan, il est allé prendre l'avion pour Budapest, d'où il allait se rendre en Roumanie. À la suite des vérifications, il s'est avéré que Balog n'avait pas été vu depuis le 28 juin 2012. À ce jour, il est toujours porté disparu. Stelian Ban a disparu en 2002 et aurait actuellement 35 ans. Le jeune homme avait des problèmes mentaux et ses parents ont signalé sa disparition à l'automne de cette année-là. Il vivait avec sa famille dans la commune de Molden-Venesti, département de Cluj. Alexandru Bobar a disparu en 2002 et il aurait aujourd'hui 77 ans. La police a mené de multiples enquêtes, mais malheureusement sans résultat. L'affaire n'est toujours pas résolue. Liviu Bodea est un autre homme souffrant de troubles mentaux qui a disparu en 2015. L'homme a actuellement 58 ans et la police affirme qu'il avait l'habitude de disparaître de chez lui, à pied, dans différentes villes, Dej, Gerla, Bunesti, et après environ 7 ou 8 heures, il revenait. Les personnes interrogées dans l'affaire affirment l'avoir vu pour la dernière fois en janvier 2005. Malheureusement, à ce jour, il est toujours porté disparu. Mariana Borza a disparu en 2002, l'année où elle a annoncé à ses proches qu'elle voulait quitter Cluj-Napoca pour chercher une vie meilleure. La police a fouillé le comté et a demandé l'aide d'autres inspections voisines, mais la femme n'a pas été retrouvée. En entendant parler de l'affaire, son mari a déclaré aux enquêteurs que sa femme lui avait dit qu'il se reverrait dans l'émission L'Artamma sur TV1R. Mariana Borza est portée disparue depuis février 2002. L'un des cas de disparition les plus anciens est celui de Lohan Costin, un homme de 61 ans qui est allé dans la forêt chercher du bois et n'est jamais revenu. Dans de tels cas, des équipes mixtes de policiers, de gendarmes de montagne et de chiens spécialement dressés sont affectées. Dans le cas de Costin, les enquêtes n'ont pas permis de résoudre cette disparition. Rosalia Corina Crisan, une jeune femme de Turda, a été portée disparue en décembre 2018. Corina, 23 ans, était enceinte au moment où elle a disparu de chez elle. Selon les enquêteurs, elle était domiciliée à Uendine et certaines personnes affirment l'avoir vue à Campia Tursi. Malheureusement, elle est toujours portée disparue.
L'ancien directeur de la PIA Cluj, Adriana Saharia, figure également sur la liste des personnes disparues. Son cas a été médiatisé à l'échelle nationale. Selon les enquêteurs, Adriana a disparu il y a 1 an en juillet. Il était absent dans sa cabane de la commune de Belize et ceux qui ont alerté les autorités affirment avoir vu son bateau à découvert tournant en rond. La mystérieuse disparition de l'ancien directeur a reçu plusieurs versions, dont le fait qu'il a fait l'objet d'une enquête pénale par DNA Cluj et qu'il a mis en scène sa propre mort. Pourtant, Adriana a été recherchée par des plongeurs militaires ainsi que ceux de l'ISU pendant 10 jours sans être localisée. Un autre cas tragique est celui d'un garçon de 4 ans, Daniel M., disparu en 1998. Le jeune homme jouait sur le lit de la rivière Harris et ce sont ses parents qui ont remarqué sa disparition. Plusieurs personnes interrogées dans cette affaire affirment que le petit était entré dans l'eau. Malgré plusieurs plongées, le petit garçon n'a jamais été retrouvé. Loan Miller, un homme de 57 ans de Cluj, n'a été porté disparu qu'en 2016, bien que les dernières personnes qui ont été en contact avec lui affirment ne pas l'avoir vu depuis 2009. D'après les enquêtes menées par la police, il ressort que Miller était installé aux États-Unis depuis 1995 et qu'en 2008, il est retourné en Roumanie et a vécu pendant une courte période avec ses parents. Au milieu de quelques querelles, Loan a déménagé dans un autre quartier de la ville avec sa concubine. Il lui aurait dit qu'il avait l'intention d'aller en Italie. C'est pour ça qu'il a quitté son domicile en 2009. 7 ans après son départ, son père a demandé l'aide de la police pour le retrouver, étant donné qu'il veut préparer son testament et de laisser également une partie de l'héritage à Loan. L'affaire reste non résolue à ce jour. Loan est toujours porté disparu. Ovidiu Moldovan, 31 ans, a été porté disparu en 2014. Le jeune homme est originaire de Dej et ses proches affirment qu'il s'est rendu à Cluj-Napoca pour trouver un travail. Quelques jours après qu'il n'ait pas eu de nouvelles de lui, les proches ont prévenu la police. Malheureusement, à ce jour, il est toujours porté disparu. Nessiu Alexandru, âgé de 56 ans, a disparu au printemps dernier. L'homme a été classé comme gravement handicapé, sans assistant personnel, avec des difficultés d'élocution et de marche. Selon les autorités, Alexandru est allé cueillir des orties près du village de Sometsul Reis, hameau de Prigonesti, et n'est jamais revenu. Malheureusement, à ce jour, il est toujours porté disparu. Marius Popa, le professeur de géographie de Cluj, figure toujours sur la liste des personnes disparues. Aussi connu sous le nom de Gopo, Marius Popa enseigne au Collège national Emil Rakovita à Cluj. L'enseignant a été vu pour la dernière fois à Emil Rakovita. Il quittait les locaux de l'école à la fin des heures de programme. Marius vivait seul, sans femme ni enfant, et ses parents, son père étant prêtre, étant décédés depuis longtemps. Malheureusement, encore à ce jour, il est toujours porté disparu. Todd Levant, un homme de 65 ans, a été porté disparu par ses proches il y a 19 ans. Selon sa famille, l'homme a quitté la maison sans dire où il allait. Il est né dans le comté de Mur, mais s'est installé à Cluj-Napoca. Sa disparition est restée non élucidée. Turos Akaciu, 78 ans, a quitté son domicile en janvier 2018. L'homme est toujours porté disparu et lorsqu'il est parti, il portait une veste bleu marine, un pantalon en tissu gris, des chaussures en cuir et une casquette noire. Ion Varga, un homme de la commune de Visio Raha, fait également partie des personnes portées disparues de son domicile. Il aurait quitté son domicile en août 2003 et n'aurait jamais contacté ses proches ni ses connaissances. Il est toujours porté disparu. Iona Miron, dont l'affaire remonte à 2 décennies. La femme a disparu il y a 19 ans et ce sont ses voisins qui ont alerté les autorités.
Loana aurait actuellement 98 ans, mais ses proches ont perdu espoir. Les autorités disent qu'elle a été portée disparue quelques semaines plus tard parce que le robinet d'eau froide de sa maison était resté ouvert et a inondé les voisins du dessous. Les voisins ont informé l'administrateur et lui, avec le propriétaire de la maison, est entré dans le studio et l'a trouvé vide. Après quoi, ils ont appelé la police. Elle n'a jamais été retrouvée. Vous pensez peut-être qu'il n'était pas primordial de parler de ces disparitions vu le peu d'éléments qu'on avait en notre possession. Mais je pense qu'il était primordial pour ma part d'en parler pour ne pas qu'il soit oublié. Il y a quand même des disparitions qui sont assez étranges, malgré le peu d'informations que nous possédons. Strigoi est un personnage de la mythologie roumaine. En roumain, Strigoi signifie crier. Il existe des parasites sanguins appelés Strigedida. L'histoire originale est venue de la légende grecque et romaine antique de la créature Strix, un oiseau de mauvais augure qui se nourrissait de sang et de chair humaine. Ils sont également connus sous le nom de vampires. Le strigoi ou vampire sont considérés comme léthargiques et somnolents pendant la journée et actifs pendant la nuit. Ils attaquent leurs victimes pendant la nuit en laissant des traces de dents sur leurs cadavres. De nombreux mythes sur les vampires ont commencé en Roumanie, dans la région appelée Transylvanie. C'est le lieu de naissance du plus célèbre vampire Dracula. Les strigoi sont des créatures mort-vivantes qui font partie du folklore roumain. Généralement, les strigoi sont des âmes troublées qui sortent de leur tombe et reviennent tourmenter leurs proches. Le jour de la Saint-André, le 30 novembre, est le début officiel de l'hiver en Roumanie. Selon les croyances traditionnelles, cela signifie le moment où les marcheurs nocturnes ou strigoi vont rivaliser les uns avec les autres pour apporter malheur et tristesse aux gens. Ils commenceront à se battre dans des endroits considérés comme sales, comme les frontières de la ville, les carrefours et les clairières dans les bois. Pour les armes, ils utiliseront des faux et d'autres outils volés dans les maisons voisines, ainsi que tout ce sur quoi ils pourront mettre la main. Sans oublier leurs dents et leurs griffes. Selon la tradition, il existe plusieurs types d'êtres appelés Night Walkers. Les premiers sont les Night Walkers vivants. Ce sont par ailleurs des gens normaux qui mènent une vie normale, jusqu'à ce qu'ils attaquent. Le deuxième type sont des créatures mortes qui sortent de leur tombe. Le dernier type est constitué de Nightwalkers qui peuvent se transformer en animaux par métamorphose. Les créatures qui peuvent se transformer en animaux doivent se rouler 3 fois sur le sol pour prendre leur forme. Ils sont de loin les plus dangereux, car ils peuvent aspirer le sang de quiconque ne protège pas son corps avec de l'ail. Mais échapper à ces attaques n'est pas si facile. En plus de votre corps, vous devez couvrir vos fenêtres, portes et cheminées avec de l'ail pour être en sécurité. Les nymphes des bois ne sont visibles que la nuit, quand elles aiment danser dans des robes douces et translucides qui révèlent leur corps voluptueux, avec leurs cheveux lâches, des voix cristallines et une beauté difficile à décrire avec des mots. Réputées comme les véritables déesses des bois, leur histoire d'origine a suscité un vif débat parmi les historiens. Une chose est sûre, elles n'aiment pas être vues en train de danser, et elles punissent sévèrement tous ceux qui essaient de les espionner. Il y a beaucoup d'histoires sur des hommes rencontrant accidentellement ces nymphes du bois, qui sont restés muets ou mutilés à vie. Les personnes affirmant avoir vu ces nymphes disent qu'elles préfèrent marcher en groupe de 3, 5, 7 ou 9, et rarement plus que cela. Leurs endroits préférés sont des falaises solitaires, des montagnes, des lacs glaciaires et des prairies ensoleillées, où elles dansent la hora en joignant leurs mains et en formant un cercle. Là où elles dansent, l'herbe disparaît, la terre reste brûlée et le cercle devient signe de leur passage. Si quelqu'un traverse cet endroit, il tombera immédiatement malade pour toujours.
Même les animaux n'osent pas marcher sur ces terres brûlées et les évitent car quelque chose d'invisible est toujours là, éloignant toute créature vivante pendant de nombreuses années à venir. On pense également que les nymphes préfèrent se baigner non seulement dans les lacs, mais dans des fontaines, des seaux d'eau ou même dans des tasses ou des verres des gens. C'est probablement pourquoi de nombreuses personnes préfèrent utiliser des couvercles ou déposer leurs tasses à l'envers. Bien que ces nymphes ne soient pas des créatures maléfiques, tout ce qu'elles touchent devient dangereux. Lorsque vous déciderez de visiter la Roumanie, évitez de marcher dans les bois la nuit et éloignez-vous des cercles étranges. Et si vous rencontrez les nymphes, soyez polis et dites-leur que vous êtes un étranger et peut-être qu'elles vous laisseront partir sans maladie ou sans mutilation. Dans la mythologie roumaine, le Saint-André est en fait le moment avec la plus forte intensité de rituels magiques. Les anciennes traditions disent que Saint-André, étant le maître et le protecteur des loups, descend sur terre à minuit pour partager avec chaque loup la proie de l'hiver. Aujourd'hui encore, dans certaines régions reculées, les gens croient que cette nuit, les loups deviennent si agiles qu'ils peuvent même tourner la tête pour voir leur propre queue, et qu'aucune proie ne peut échapper à leur poursuite. Mais le Saint-André ne concerne pas seulement les loups. Selon des croyances plus anciennes, les esprits des morts sont maintenant autorisés à entrer, juste pour une nuit, dans le monde des vivants. Comme l'ordre cosmique est maintenant profondément perturbé, d'autres forces maléfiques pourraient se faufiler. Ainsi, avec les loups et les esprits, les vampires et les moroi profitent également de ce moment de chaos, dansant et hantant les maisons abandonnées, tourmentant les gens et les animaux. Qu'on y croit ou non, certaines légendes persistent dans le temps. « 21 novembre 1961. Michael C. Rockefeller, 23 ans, jeune héritier de la célèbre et richissime famille Rockefeller, disparaît lors d'une expédition en Nouvelle-Guinée néerlandaise. Le jeune homme avait pour mission d'acheter des œuvres d'art tribales de l'ethnie Asmat, destinées aux collections du musée d'art primitif que son père Nelson, gouverneur de New York, avait fondé en 1957. Né en 1938, Michael, même s'il a grandi dans un environnement privilégié et fait Harvard, il a une âme d'aventurier. En 1961, il saisit l'occasion de partir dans une contrée exotique en participant à une expédition du musée d'archéologie et d'ethnologie Peabody en Nouvelle-Guinée néerlandaise, colonie des Pays-Bas. Pays insulaire situé dans l'océan Pacifique, au nord de l'Australie et à l'ouest des îles Salomon, la Nouvelle-Guinée abrite les tribus les plus isolées et méconnues de la planète. L'objectif de l'expédition Peabody est d'étudier en particulier la tribu Dani. Michael s'investit pleinement dans ce projet ethnologique et culturel. Sincère dans sa démarche, il prend part à la vie de la tribu, en toute humilité. À son retour aux États-Unis, Michael a déjà envie de repartir et il monte lui-même une nouvelle expédition, encore en Nouvelle-Guinée. Les circonstances sont cette fois différentes. Il part juste avec un anthropologiste nommé René Wasing. Nous sommes le 17 novembre 1961. Les deux hommes comptent se rendre sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Guinée, néerlandaise, pour aller à la rencontre de la tribu Asmat. Si les Dani sont une peuplade d'agriculteurs pacifiques, les Asmat sont, eux, des guerriers féroces. La culture Asmat est dominée par un principe de réciprocité. Selon eux, toute mort doit être contrebalancée par une autre.
cette loi du talion était une obligation spirituelle. Les asthmates n'hésitent pas à massacrer leurs ennemis et surtout à manger leur chair pour gagner des pouvoirs surnaturels. Les asthmates sont environ 65 000 et se nourrissent de poissons, de gibier et cuisinent la farine du palmier sagoutier. Les langues qui parlent forment le groupe des langues asthmates. Les membres de la tribu asthmate croient qu'ils sont nés du bois. Le bois est donc sacré pour eux. Même dans les temps anciens, ils sculptaient des choses merveilleuses avec le bois. Les asthmates sont considérés comme les meilleurs sculpteurs sur bois de l'âge de pierre et nombre de leurs sculptures gravées se trouvent dans des musées du monde entier. Bien qu'ils soient largement connus pour la qualité de leurs sculptures en bois, ils sont également réputés pour leurs pratiques traditionnelles de chasse aux têtes et de cannibalisme. Les asthmates ne se contentaient pas de chasser les crânes, ils les vénéraient également. Les crânes des défunts étaient dépouillés. Les yeux et les parties nasales étaient fermés afin d'empêcher les mauvais esprits d'entrer ou de sortir du corps. Les crânes ainsi modifiés et décorés étaient exposés par les asthmates dans des endroits honorables de leur longue maison. Outre le fait que les asthmates étaient des chasseurs de têtes, ils chassaient aussi pour les noms. Ils croyaient que lorsqu'ils tuaient un homme et le mangeaient, ils prenaient son pouvoir et devenaient cette personne. Chaque personne était nommée d'après une personne décédée ou d'après un ennemi tué. Il arrivait qu'un enfant ne reçoive un nom que 10 ans après sa naissance et après que son village a entrepris de tuer un homme d'un village ennemi voisin. Il devait apprendre le nom de l'homme qu'il avait tué, puis rapporter son crâne dans leur village. Ce n'est que de cette façon qu'une personne pouvait obtenir un nom. Heureusement, la mauvaise réputation des asthmates fait partie de l'histoire ancienne. Les missionnaires ont fait beaucoup pour changer cela. Les asthmates du centre ont même maintenant une forme écrite de leur langue parlée. Cela ne freine pas l'enthousiasme de Michael. Il a soif d'aventure et voit dans cette expédition l'occasion de comprendre la culture énigmatique des asthmates. Michael s'immerge parfaitement dans la tribu asthmate. Après tout, ces hôtes ne pratiquent pas le cannibalisme pour se nourrir. Il s'agit avant tout d'un rituel spirituel. Le séjour de Michael et Wasing se déroule sans encombre jusqu'au 17 novembre 1961. Ce jour-là, ils empruntent un catamaran à moteur, manœuvré par 2 locaux. Ils sont en train de traverser l'estuaire d'une rivière qui se jette dans la mer Arafura, quand des vagues noient le moteur. Les autochtones tentent de le redémarrer sans succès. Étant donné que l'embarcation part à la dérive vers le large, les 2 papous demandent à leurs passagers de rester à bord, le temps qu'ils aillent prévenir les secours, puis plongent à l'eau. L'horloge fait le tour du cadran et les Occidentaux attendent toujours. La côte est maintenant à environ 19 km. On la voit à peine à l'horizon. Le doute s'empare de Michael. Va-t-on venir les secourir? Il annonce à Wasing qu'il va essayer de rejoindre la terre à la nage. Il est sportif. Rien n'est impossible pour lui. Michael attache à sa taille 2 bidons d'essence vides, en guise de flotteur. « Je crois que je peux y arriver, dit-il à son ami, avant de sauter à l'eau. » Michael commence à progresser vers la ligne noire à l'horizon. Depuis le catamaran, Wasing l'observe s'éloigner. C'est le début du mystère. Michael Rockefeller. Le lendemain, un bateau vient secourir Wasing, qui explique que Michael est parti seul à la nage. Les autorités lancent une vaste opération de recherche. Le père de Michael et sa sœur Mary font le voyage depuis les États-Unis. Pendant 2 semaines, on fouille la mer Arafura sans parvenir à localiser Michael. Les autorités en arrivent à la conclusion logique qu'il s'est noyé. Une autre rumeur, plus effrayante, voit le jour. Après avoir gagné le rivage, Michael serait tombé nez à nez avec une bande de cannibales affamés. Mais le gouvernement néerlandais se veut rassurant. Il déclare que cette pratique est révolue. En Nouvelle-Guinée, en train de préparer l'indépendance de leur colonie, les Pays-Bas ne souhaitent probablement pas en faire une mauvaise publicité. En 1964, soit 3 ans après la disparition de Michael,
Il est déclaré officiellement décédé. Mais sa disparition mystérieuse va se transformer en véritable légende au fil des décennies. Et beaucoup de personnes vont mener l'enquête pour connaître la vérité. En 1969, Milt McSheen, journaliste du magazine Argosy, est contacté par un marin contrebandier australien appelé Donahue. Ce dernier lui raconte que, 2 mois et demi plus tôt, un homme en loch l'a abordé aux îles Trobriand, au large de la côte de la Nouvelle-Guinée, où il faisait escale. Boitant à cause d'une fracture du genou mal soignée, l'individu lui aurait dit « Je suis Michael Rockefeller, pouvez-vous m'aider ?» McSheen recrute un caméraman, achète une quantité de pellicule 16 mm et va aux îles Trobriand pour en savoir plus. Le caméraman filme longuement son enquête, mais le journaliste ne réussit pas à percer l'énigme. Il publie néanmoins en 1974 un livre intitulé « À la recherche de Michael Rockefeller » qui fait la synthèse de son travail. Les années filent et le mystère s'épaissit. En 1997, on raconte qu'un détective privé embauché par la mère de Michael aurait rencontré en Nouvelle-Guinée des membres de la tribu Asmat. L'Américain aurait troqué le moteur de son bateau contre 3 crânes humains présentés par les indigènes comme ceux des seuls hommes blancs qu'ils avaient tués. Le privé aurait rapporté ces crânes en Amérique, persuadé que l'un d'eux appartenait à Michael. Seulement, ce récit fait l'objet de débats quant à son authenticité. La disparition de Michael ne cesse d'intriguer. Après 2 années et demie d'enquête sur le terrain, Karl Hoffman, un auteur américain, affirme que l'héritier a réellement été victime de cannibalisme en 1961. Peu de temps avant son naufrage, un grave incident s'était produit sur la côte ouest de la Nouvelle-Guinée, une région en proie aux guerres tribales que le gouvernement des Pays-Bas tentait de pacifier. Tandis qu'une patrouille de soldats néerlandais était intervenue à Haute-Janep, un village asmat, la situation avait dégénéré. Impressionnés et dépassés en nombre par les guerriers qui les attendaient de pied ferme, les jeunes militaires néerlandais avaient paniqué. Ils avaient ouvert le feu sur les autochtones, faisant 5 victimes, avant de battre en retraite. Dans un état de frénésie meurtrière, les Asmat auraient alors réclamé la vie d'un homme blanc, afin d'honorer leur devoir spirituel de vengeance et contrebalancer la mort des leurs. Si Michael avait réussi à atteindre le rivage après son naufrage, il se serait potentiellement retrouvé face à ses guerriers et n'aurait eu aucune chance. Au fil de ses interviews, Hoffman obtient le témoignage préoccupant d'un missionnaire néerlandais. Un Asmat lui aurait confessé avoir mangé Michael avec d'autres cannibales. Son crâne, petit comme celui d'un enfant, aurait fini suspendu dans une hutte du village. Le pire serait donc arrivé en novembre 1961 et les autorités néerlandaises auraient volontairement caché cette vérité gênante. La disparition de Michael serait ainsi devenue une affaire d'État, mais elle va connaître un énorme rebondissement. Dans les années 2000, le cinéaste Fraser Edson décide de consacrer un documentaire à l'affaire. Il parvient à récupérer dans un entrepôt en Angleterre les films 16 mm tournés en 1969 par le caméraman de Milt McSheen. Il s'agit essentiellement de rushs, c'est-à-dire de plans bruts sans aucun son. Près de 10 heures de film. Mais Edson visionne toutes les bandes afin de sélectionner des prises de vue. Une des bobines 16 mm montre une scène maritime, des guerriers Asmat à bord de pirogues, pagaillent vers le rivage. Tandis qu'il regarde la scène, Edson stoppe le visionnage. Il repasse la séquence et fait un arrêt sur image. Le réalisateur n'en croit pas ses yeux. À bord d'une des pirogues se tient un homme blanc et barbu, quasi nu, comme les autres. Il arbore, lui aussi, des peintures tribales sur le visage, mais n'est visiblement pas né en Nouvelle-Guinée. Pouvait-il s'agir de Michael ? Et si il n'avait pas été tué, mais adopté par ceux que beaucoup considèrent comme de dangereux sauvages ?
Ce mystérieux guerrier blanc ne sera jamais identifié et aujourd'hui encore, on ignore ce qu'il est advenu de Michael Rockefeller. C'est encore une terrible et effroyable disparition mystérieuse et très inquiétante et terrifiante que nous allons évoquer ici aujourd'hui. Une de plus, sans raison logique, sans mobile avéré, qui défraiera la chronique judiciaire, car son aventure s'est finalement soldée par un terrifiant mystère qui n'a toujours pas été élucidé à ce jour. Alors, au vu des éléments techniques de cette enquête, éléments dont nous disposons aujourd'hui en partie, et des articles parus dans les divers médias, aidés aussi de témoignages recueillis auprès de témoins des faits, essayons donc de comprendre ce qui a pu se passer ce jour-là, où cet Américain a subitement disparu en randonnée hivernale. J'espère que vous allez bien. Avant de se retrouver demain pour une vidéo spéciale Halloween, je tenais à vous partager cette disparition des plus étranges, limite terrifiante, celle de Jordan Grider. Il y a eu beaucoup de théories suite à cette disparition. Beaucoup de personnes pensent qu'il a été tué par un Sasquatch. En 2018, Jordan Grider, un jeune Américain de 29 ans, est parti faire une randonnée hivernale dans le nord de l'État du Minnesota. L'endroit où Jordan s'est rendu est connu pour ses conditions difficiles et exigeantes. Il est également réputé pour son isolement quasi monastique et son climat rigoureux. C'est là, au milieu des sentiers enneigés et des forêts denses, que Jordan a décidé de rester tout l'hiver, prévoyant de survivre en chassant et en récoltant de la nourriture. Il aimait ce mode de vie. Jordan était fasciné par la nature et l'autosuffisance depuis son enfance. Il a grandi entouré de personnes qui ont soutenu son intérêt pour la survie et son amour des endroits très isolés. Jordan a souvent dit que sa plus grande passion était de pouvoir vivre en harmonie avec la nature, en comptant sur ses propres forces. Il étudiait toutes les techniques nécessaires pour survivre dans des conditions très difficiles et faisait souvent de la randonnée et du camping sauvage. Jordan aimait les défis et cherchait constamment à se mettre à l'épreuve, en voyageant notamment dans des endroits reculés et en vivant à l'écart de toute civilisation. L'un de ses projets les plus ambitieux a bien été un long voyage dans le nord du Minnesota, à l'automne 2018. Son objectif était de passer l'hiver dans la zone de canoë sauvage, dans les eaux limitrophes, en fournissant sa propre nourriture et son propre abri. Ici, la Boundary Waters Canoe Area est une zone naturelle unique.
située dans le nord de l'État du Minnesota, à la frontière de la province canadienne de l'Ontario. Cette région est l'une des zones sauvages les plus vastes et les plus reculées du nord des États-Unis, couvrant une superficie totale de plus de 4000 km². Elle attire les touristes par ses paysages, notamment ses centaines de lacs, ses forêts denses, ses rivières, ses marécages et sa riche flore et faune. Il n'y a pas de route dans de nombreuses zones, de sorte que les parties reculées ne sont accessibles qu'en canoë, à pied ou en hiver à ski ou en raquette. En raison de cet isolement, l'endroit attire les amateurs de plein air, de camping et de survie. Cette région sauvage est préservée. Elle abrite de nombreuses espèces animales, dont des loups, des lynx, des cerfs, des ours, ainsi que, moins dangereux pour l'homme, des oiseaux et des poissons. Les loups qui habitent dans ces forêts sont connus pour leur comportement unique, et la région est même un lieu de recherche sur les populations de loups. Bien que les attaques de loups sur les humains soient très rares, la région compte toutefois plusieurs cas documentés de rencontres avec des animaux sauvages. La région a une longue histoire puisqu'elle était autrefois habitée par des peuples indigènes, dont les Ojibwe. Ils utilisaient ces cours d'eau pour la pêche, la chasse et le commerce. Aujourd'hui, les touristes peuvent encore trouver les vestiges d'anciens campements indigènes, ce qui fait de ce site une attraction non seulement naturelle, mais aussi culturelle. Jordan a soigneusement préparé cette expédition. Pour lui, ce voyage n'était pas seulement une question de survie, mais une occasion de tester ses limites, de vivre une vie minimaliste et de se sentir libéré du monde moderne. Le garçon est avisé. Il a également apporté des couteaux pour sculpter le bois et pouvoir se raser, ainsi que d'autres équipements, notamment un hamac, un sac de couchage et un pistolet pour sa propre défense. C'est au cours du mois d'octobre 2018 que Jordan a envoyé un dernier message à sa famille. Il y a précisé qu'il avait fait des réserves de nourriture essentielle et qu'il était prêt pour un long séjour dans la nature. Bref, tout le nécessaire pour vivre sous une tente en plein hiver. Il avait confiance en ses capacités, mais les conditions météorologiques difficiles et l'éloignement de la région ont rapidement rendu son expédition plus difficile que prévu. Jordan y était bien préparé et prévoyait de rester plusieurs mois sur place, de sorte que l'absence de nouvelles, le premier mois, n'a pas été trop alarmante pour sa famille. Malheureusement, quelques mois plus tard, les contacts disparaîtront totalement. La famille, les proches n'auront plus de nouvelles de sa part. Il avait certes confiance en ses capacités, mais les conditions météorologiques très difficiles et l'éloignement de la région ont rapidement inquiété sa famille. Et lorsque janvier 2019 est apparu sur le calendrier, sa famille a commencé à s'inquiéter plus sérieusement encore. Ils ont réalisé que ce voyage, effectué dans des conditions hivernales aussi difficiles, aurait pu être dangereux. Ils ont alors contacté les autorités locales pour organiser une première opération de recherche, en déposant un avis de disparition inquiétante auprès de la police. Cette déclaration a incité les autorités locales à lancer une recherche officielle, en étroite collaboration avec les services de secours. Sa famille avait bien sûr fourni toutes les informations nécessaires sur l'itinéraire prévu par Jordan, ainsi que des détails sur son entraînement et les lieux possibles de ses camps successifs. Les hivers dans le nord du Minnesota ont toujours été particulièrement rudes. Chacun le sait ici. Mais la période 2018-2019 s'est avérée encore plus difficile pour les équipes de recherche. Les températures sont souvent descendues jusqu'à moins 30 degrés et l'épaisse couche de neige a rendu le travail beaucoup plus pénible et lent. Il
neigeait abondamment et très régulièrement, si bien que les équipes de recherche ne pouvaient pas utiliser les méthodes conventionnelles pour détecter des traces, des camps ou d'autres signes de présence humaine. Les hélicoptères aussi voyaient leur capacité d'emploi très limitée en raison des nuages épais et des vents violents. L'une des étapes les plus importantes de l'opération de recherche a été le déploiement de plusieurs chiens pisteurs. Les chiens étaient censés trouver des traces de Jordan. Mais même pour eux, les conditions étaient ardues et très difficiles. Les tempêtes de neige et les basses températures avaient sans doute détruit toute odeur et toute trace de vie humaine. Les chiens ont cependant permis de trouver plusieurs traces qui pourraient indiquer qu'il a été dans certaines zones. Mais en raison du temps écoulé depuis sa disparition, les équipes de recherche n'ont pas été en mesure de trouver l'emplacement exact de son nouveau campement. Après plusieurs mois de vaines recherches, en avril 2019, les sauveteurs sont finalement tombés sur le camp de Jordan. Camp situé au plus profond de la nature sauvage, près du sentier sous Hustler. La vision découverte dans ce camp de survie a choqué tous ceux qui l'ont trouvé. Ils s'y sont rendus. Le hamac, la tente et le sac de couchage de Jordan étaient encore maculés de sang. Mais aucune trace du garçon. Il était introuvable. Cette découverte souleva alors plus de questions qu'elle n'apporta de vraies réponses. Ses effets personnels ont été retrouvés sur les lieux, intacts, y compris son pistolet Beretta avec ses 2 chargeurs pleins. Mais il n'y avait aucun signe de lutte évidente, ni aucune trace d'une autre personne présente. Cela a paru inhabituel, car si Jordan avait eu du mal à partir, ou de gros ennuis, ou encore avait été attaqué par des animaux sauvages, les signes de lutte auraient dû être plus évidentes. Après la découverte du camp, les recherches sont poursuivies dans les environs, mais sans rien apporter de plus. Les équipes de recherche ont alors décidé d'attendre la fonte des neiges, avant de procéder à une reconnaissance plus détaillée de la zone. Plus tard, lorsque la neige a enfin commencé à fondre, les équipes de recherche ont fait des découvertes terrifiantes. À quelques pas seulement du camp, les sauveteurs, ébahis, terrifiés, ont retrouvé les os de Jordan, des parties de sa colonne vertébrale, l'une de ses jambes et l'un de ses avant-bras. Mais étrangement, son crâne n'a jamais pu être retrouvé. Les enquêteurs sont d'autant plus perplexes qu'en l'absence de crâne, il est plus difficile de déterminer la cause exacte du décès. Après avoir analysé les lieux et les effets rassemblés, les enquêteurs ont commencé à élaborer différentes théories sur ce qui avait bien pu arriver à Jordan Grader.
L'une des premières théories était celle d'une attaque massive de loups. Les loups sont présents dans cette région et des traces et des excréments de loups ont été retrouvés sur le site même du campement. Certains experts ont suggéré qu'une meute de loups aurait pu attaquer Jordan alors qu'il dormait dans son hamac. Mais cette théorie a été rapidement remise en question par des experts du comportement des loups. Ils ont fait remarquer que les attaques de loups sur des humains sont extrêmement rares. En général, les loups évitent les humains et, s'ils les attaquent, ils laissent des traces importantes de lutte. Or, dans le cas du camp de Jordan, il n'y avait pas de telles marques. Une autre théorie envisagée par la police est que Jordan, seul ici, loin de tout, aurait pu se blesser accidentellement. Il était connu pour utiliser fréquemment des couteaux très tranchants pour sculpter du bois ou se raser de près. Il est possible qu'il se soit accidentellement coupé, par exemple en se rasant, surpris par un intrus ou un bruit, ce qui aurait pu provoquer une hémorragie massive. Cette théorie semble plausible, étant donné la quantité de sang dans le hamac. Mais certains faits, une fois analysés et étudiés, soulèveront des doutes. Tout d'abord, tous les couteaux de Jordan ont été retrouvés dans leur fourreau, et aucun d'entre eux n'était couvert de sang. Si Jordan s'était coupé accidentellement, il aurait probablement essayé d'arrêter le saignement. Mais il n'y avait aucun signe d'une telle action de soin. Et les couteaux, comme on l'a déjà dit, étaient soigneusement rangés. La théorie de l'attaque humaine, la plus controversée mais néanmoins possible, reste celle d'un crime ou d'une attaque de la part d'un tiers. Malgré l'absence de preuves directes, de faits de violence ou d'actes criminels, cette théorie ne peut toutefois pas être complètement écartée. La zone sauvage de canoë-kayak des Boundary Waters est un endroit certes très isolé, mais il arrive régulièrement que des personnes s'y rendent à des fins diverses, notamment pour chasser ou même pour se livrer à des activités illégales. Un ou plusieurs criminels ont très bien pu attaquer Jordan alors qu'il dormait ou qu'il était seul. Son arme retrouvée intacte dans sa tente pourrait indiquer qu'il n'était pas en mesure de se défendre. Cependant, l'absence de signes évidents de lutte ou de vandalisme sur le site du camp met encore une fois en doute cette théorie. Rien n'a été dérobé. La quatrième théorie avancée, selon laquelle Jordan aurait pu être victime d'hypothermie, a également été envisagée, mais vite écartée. Rappelons juste que l'hypothermie est un état dans lequel le corps perd de la chaleur plus rapidement qu'il ne peut en produire, ce qui peut entraîner une désorientation, une perte de coordination et même des hallucinations. La région était connue pour être particulièrement froide au cours de l'hiver, mais Jordan était un habitué de ces conditions extrêmes. Il est certes possible que Jordan ait quitté sa tente par grand froid, qu'il se soit perdu ou qu'il soit mort d'hypothermie, et que son corps ait été emporté plus tard par des animaux sauvages. Si cette théorie explique pourquoi le corps de Jordan n'a pas été retrouvé dans la région proche, elle ne permet nullement d'expliquer la grande quantité de sang retrouvé dans le hamac. L'hypothermie ne provoque généralement pas de telles hémorragies. Outre les explications les plus rationnelles, certaines théories ont émergé qui tenteraient à lier un phénomène paranormal. On sait que les populations indigènes locales considéraient les eaux frontalières comme un lieu très sacré et croyaient en la présence d'esprits et d'êtres surnaturels.
D'aucuns ont suggéré que Jordan aurait pu être victime de quelque chose d'inconnu ou de surnaturel, le dépassant, comme la théorie du Yeti, du Bigfoot ou du Dogman. Cette créature, décrite par des témoins, est une grande créature humanoïde couverte de fourrure, qui vit dans les forêts denses et les régions montagneuses d'Amérique du Nord et ailleurs. Bien que les preuves de l'existence du Yeti, Bigfoot et Dogman restent douteuses pour le moment et non confirmées scientifiquement, la légende perdure dans de nombreux récits d'événements mystérieux, notamment dans des endroits sauvages, comme celui où Jordan a été retrouvé décédé. L'affaire Jordan Grider a été clôturée en août 2020, lorsque la police américaine a décidé de clôturer l'enquête. Après de longues recherches infructueuses et l'analyse de toutes les preuves retrouvées, les autorités ont conclu qu'il n'y avait aucun signe d'acte criminel ou d'interférence et que la cause exacte de la mort ne pouvait pas être déterminée raisonnablement. La mort de Jordan Grider fait partie de ces milliers d'histoires mystérieuses qui soulèvent toutes de très nombreuses questions et n'apportent que très peu de réponses. Son désir de vivre en harmonie avec la nature, de tester sa force et son endurance dans une région isolée et hostile, s'est avéré être une épreuve mortelle pour lui. Bien qu'il ait été bien préparé à cela et qu'il ait eu les compétences nécessaires pour survivre, les circonstances de sa mort restent assez floues. La question demeure cependant lancinante. Pourra-t-on un jour trouver une réponse à ce qui est arrivé à Jordan Grider et faire ainsi toute la lumière pour sa famille et pour lui? C'est la fin de cette très mystérieuse affaire. J'espère du fond du cœur pour sa famille qu'un jour ils sauront la vérité et que Jordan repose en paix là où il aimait tant aller, la nature. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.